On va faire ce café entre les membres de l'association qui vont l'animer. Donc je vais prendre la parole au tout début pour vous présenter un exemple sur le sujet. Jacques continuera sur le même exemple, on discutera entre nous. Et puis on aura toujours bien sûr la bibliographie d'Alexandra tout à l'heure. Alors avec les fêtes de Noël, elle ne peut pas être là non plus, bien sûr, vous le comprenez. Mais elle nous a fait parvenir sa bibliographie. Donc vous l'aurez, elle est déjà sur notre site d'ailleurs. Et puis, le quiz de Jacques, tu as fait le quiz aussi. Donc il n'y a rien de changé, en fait, si ce n'est qu'on va pouvoir discuter entre nous et être à la fois questionneurs et intervenants les uns les autres sur ce sujet. Vaste sujet. Alors moi, en préambule, je vais vous proposer un exemple d'une infox qui ne saute pas aux yeux, que vous entendez très souvent, et pour lesquels je ne suis pas certain que vous avez compris que c'était une fausse information. Ça concerne mon métier, bien sûr, je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas. Donc c'est un exemple météorologique, et depuis à peu près 2 ans ou 3 ans, mais peut-être même pas 3 ans, on va dire 2 ans sûrs. Depuis 2 ans, vous entendez présenter un phénomène de pluviométrie qu'on va qualifier de remarquable, c'est-à-dire un peu plus fort que d'habitude, souvent des phénomènes convectifs, des orages, qui donnent lieu à des inondations, enfin des crues, voire des inondations. Et vous avez la journaliste qui présente la météorologie dans les médias, que ce soit la radio ou la télévision, vous dire il a plu cet après-midi à tel endroit, l'équivalent de 2 mois de précipitation. Qu'est-ce que vous comprenez lorsqu'on vous dit ça? Qui veut me répondre? Qu'est-ce que vous comprenez? Ben, j'imagine, alors vous allez me détromper si je vous dis une bêtise. Moi, si je n'étais pas météorologue, je comprendrais que cet épisode de pluie a donné les précipitations qu'il aurait fallu 1 mois, comme s'il avait plu 1 mois. Voilà. Alors, vous avez compris ça aussi? Quand on vous dit il est que tombé l'équivalent d'1 mois de précipitation, moi je comprends, parce qu'il a plu cette journée-là comme s'il avait plu 1 mois. Alors déjà, première chose à comprendre, dans un cas, on vous donne une quantité de précipitation qui vient de tomber, et en regard de ça, on vous donne une durée. Déjà, comparer une quantité et une durée, scientifiquement, c'est pas très logique. Première remarque. Donc, c'est pas logique. Deuxièmement, vous allez prendre... Alors, on va se dire, non, ils sont quand même pas si idiots que ça, les journalistes. Ils vont nous parler de la quantité d'eau qu'il est tombée pendant 1 mois. Mais il pleut jamais 1 mois continu. Alors, on va prendre l'exemple de Saint-Étienne, par exemple, puisque je l'ai en tête. J'en ai 2 en tête. J'ai Saint-Étienne et Nîmes, qui sont bien opposés. Nîmes, parce que c'est là où on a les phénomènes convectifs les plus forts. Donc, Saint-Étienne. Sur la Loire, il tombe dans l'année 700 mm de pluie. Comme par hasard, je vais prendre le mois de juin, puisque c'est le mois où il y a le plus de phénomènes convectifs. Donc, c'est le mois où on a le plus de risques de trouver des phénomènes orageux qui donnent des crues et des précipitations. Diviser 700 par 12, ça fait un peu moins de 70. Les pluviométries n'est pas régulière. Il pleut beaucoup moins en hiver qu'il ne pleut au printemps et en automne. On tombe à un peu plus de 70 mm en moyenne au mois de juin. Retenez cette quantité d'eau. 70 mm dans un mois de juin. Sauf dans un mois de juin, il ne pleut pas tous les jours. Il pleut en moyenne 7 jours, ou 8 jours maximum, entre 7 et 8. Donc déjà, lorsqu'on compare 70 mm pour 1 mois, en fait, c'est 7-8 jours. C'est plus 1 mois, on a déjà drôlement réduit la durée. Sauf que dans la journée, il ne pleut pas tout le temps non plus. Et notamment, les phénomènes convectifs sont des phénomènes d'une intensité forte, mais courts. Donc en général, il pleut dans la journée 2 heures, 3 heures. 7-8 jours, 3 heures par jour, 3 x 7, 21, il pleut moins de 24 heures. Si vous avez un bon gros orage à Saint-Étienne, un bon gros orage, c'est entre 40 et 80 mm. Un orage entre 40 et 80 mm, ça met les rivières en crue. Ça peut même commencer à provoquer quelques débordements. Donc je prends un orage de 70 mm à Saint-Étienne, classique, les rivières en crue. Le journaliste va vous dire, il a plu ces 3 heures de cet après-midi, l'équivalent d'1 mois de pluie.
en fait, il a plus l'équivalent de moins de 24 heures. Cherchez l'erreur. Voilà une infox qui est comment manipuler la compréhension des gens, parce qu'ils ne sont pas météorologues et ils ne connaissent pas la répartition. Les précipitations, ce sont des quantités, des durées et des intensités. Et en regardant ça, on leur donne un mois. Alors je reprends Nîmes, c'est encore plus important avec Nîmes. Nîmes, vous le savez, est au pied des Cévennes, et donc se passe à Nîmes des épisodes cévenols. Sauf que des épisodes cévenols, il n'y en a pas sans interruption. À Nîmes, la moyenne pluviométrique du mois de juin, c'est 50 mm. C'est encore moins que Saint-Étienne. Sauf que quand il y a un épisode cévenol à Nîmes, il va durer 5-6 heures et il peut tomber jusqu'à 200-300 mm. Donc, reprenons le calcul, je ne le refais pas pour vous, mais reprenons le calcul, le journaliste va dire « Oh là là, il y a eu un orage faramineux à Nîmes, il a plu 3 mois, 4 mois de précipitation. » Sauf que ce n'est pas vrai du tout. Voilà, c'est le petit exemple que je voulais vous faire voir. Et puis j'ai une image pour vous montrer à quel point c'est stupide. Alors là, c'est l'inverse. C'est le canard enchaîné. Hein. C'est le canard enchaîné. Et il y avait une info disant que c'était l'Aude. Les pluies, ça c'était les Pyrénées, c'était les pluies dans l'Aude. Et il avait été dit que le jour où il y avait eu les crues de l'Aude, il était tombé l'équivalent de 6 mois de précipitation. Et le canard enchaîné surgeait 2 jours après. Et alors on a là de Ruggie qui dit ce qu'il faudrait maintenant, c'est 6 mois de soleil en 3 heures. Et ben, c'est exactement la même chose à l'envers. Donc voilà quelque chose qui n'est pas du tout classé comme une infox, qui est répété sans arrêt par les médias, que vous captez et qui en fait est une absurdité scientifique. Je te passe la parole, Jacques. Merci Jean. Alors, l'exemple que je vais vous donner, moi aussi, je vais vous le donner d'après mon premier métier. C'est un exemple en astronomie. Et cet exemple-là, vous allez voir, c'est amusant. Il n'y a pas de conséquences. On verra sans doute dans la soirée que parfois certaines rumeurs ont des conséquences dramatiques. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Toutes les années, chaque année, en été, on reçoit souvent des mails, on ne sait pas d'où ils viennent, avec une nouvelle, attention, alors ça dépend de la date, c'est souvent en juillet ou en août. Cette année, pour la première fois depuis 35 000 ans, vous allez voir la planète Mars dans le ciel aussi grosse que la Lune. C'est la variante moderne de la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, là. Sauf que là, c'est même presque plus difficile. Donc on vous dit que c'est un phénomène astronomique qui revient cycliquement tous les 35 000 ans. Et dans le ciel, on voit la planète Mars aussi grosse que la Lune. Et donc on vous dit, attention, ne ratez pas ça, parce que le prochain coup, c'est dans 35 000 ans. Alors c'est évidemment totalement faux. Alors pourquoi c'est faux ? Alors d'abord parce que on connaît bien les orbites des planètes. Vous savez que toutes les planètes tournent autour du Soleil. Et pour donner un exemple, pour bien comprendre la situation, imaginez que la Terre, elle soit, par exemple, au bout d'une espèce, de la petite aiguille d'une grande horloge. Voilà. Et vous avez la planète Mars qui est au bout de la grande aiguille. Sauf que dans cette horloge-là, la grande aiguille va plus doucement, plus lentement que la petite aiguille. Donc vous voyez bien qu'elles ont toujours la même distance par rapport au centre de l'horloge, mais comme il y en a une qui tourne plus vite que l'autre, parfois, comme par exemple si vous regardez sur une horloge, là celle-ci, imaginez s'il est 3h18 par exemple, vous allez voir que la petite aiguille et la grande aiguille sont allongées. Et là, leurs deux bouts sont vraiment le plus proches. Pour la planète Terre et la planète Mars, c'est dans cette configuration qu'on appelle une conjonction, qu'on a la plus courte distance entre la Terre et Mars. Donc effectivement, périodiquement, Mars est plus proche de la Terre, est à son point le plus proche, on va dire. Dans la situation opposée, on appelle ça une opposition, c'est beaucoup plus loin et c'est même de l'autre côté du Soleil. Bon. Eh bien, comment ? Voilà. Voilà. Eh bien, en fait, la distance la plus courte, elle est quand même de 55 millions de kilomètres. À comparer avec la distance Terre-Lune, qui est d'environ 400 000 km. Et Mars n'est vraiment pas beaucoup plus grosse que la Lune. Donc vous voyez bien que c'est absolument impossible, parce que Mars ne va pas sortir de son orbite, ni la Terre. Alors ça vient
C'est depuis 2003 apparemment que ce canular entre guillemets circule, sauf qu'au départ c'était pas un canular, c'était un article sérieux à propos d'un phénomène astronomique, et il a été retransmis avec une petite faute, on a oublié une partie de phrase, et ça s'est transformé, et maintenant ça circule, et chaque année on le retrouve sur le web, et ma foi c'est souvent repris, parce qu'il y a souvent des gens qui posent la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai? Ben non, évidemment c'est totalement faux. Voilà, et peut-être qu'on peut évoquer un dernier exemple à tous les deux, Jean, parce que je pense que tu vas nous donner une bonne explication. Cette fois, ça devient du domaine de la rumeur qui peut parfois alimenter des mouvements sectaires, hein, et notamment les théories complotistes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette rumeur à propos des traînées de condensation des avions. Voilà. Alors on nous explique que les avions, parfois, ils laissent des traînées de condensation, parfois pas du tout. Elles peuvent être plus ou moins longues, plus ou moins courtes. Elles ont des formes bizarres parfois. Et pour certaines personnes, y compris des artistes connus, eh bien, c'est simplement le complot des gouvernements qui disséminent dans l'atmosphère des produits. Alors, selon le cas, on nous explique que c'est pour rendre les gens fous, parfois pour les rendre dociles et accepter un peu tout et n'importe quoi de la part des gouvernements. Et on en veut pour preuve le fait que dans certains cas, il y a une traînée de condensation, dans d'autres cas, il n'y en a pas, donc c'est pas normal. Voilà, la vérité, elle est évidemment tout autre. Et je pense, Jean, que tu pourras bien l'expliquer encore mieux que moi. Oui, oui. Alors c'est aussi un phénomène météorologique. Cette fake news, elle date de Nixon, je crois, elle est très vieille. Hein. C'est une fake news qui est très ancienne. Elle doit dater de l'époque de Nixon où il y avait eu des déboires avec la CIA. Et c'est parti du fait que des gens en Europe et aux États-Unis ont accusé la CIA d'essayer d'intervenir sur la population, ce qu'a dit Jacques, en lançant par les avions des produits chimiques censés rendre docile la population. Alors qu'est-ce qui se passe en fait? Les avions, notamment les avions de ligne qui volent à haute altitude, brûlent du kérosène. Et comme tous les moteurs à explosion, font des particules plus ou moins fines, on en parle beaucoup en ce moment, font des particules qui sont éjectées par les moteurs. Ces particules arrivent à très haute atmosphère, sous la tropopause, à des températures de moins 50 à moins 70 degrés, dans de l'air très froid, saturé en vapeur d'eau, donc très froid, très facilement saturé en vapeur d'eau, mais à ces températures-là, la vapeur d'eau est en état de surfusion. C'est-à-dire qu'elle est prête à se condenser, mais ce qui lui manque, ce sont des supports pour se condenser. On ne peut pas faire de condensation de la vapeur d'eau sans support. S'il n'y avait pas de support, s'il n'y avait pas de particules dans l'atmosphère, il ne pleuvrait jamais. Il ne pleut que parce que l'eau peut se condenser sur un support. Si l'atmosphère était pure, l'eau se condenserait sur les murs, se condenserait par terre, mais on n'aurait pas de pluie. À haute altitude, il n'y a pas de quoi faire condenser l'eau. Donc l'eau est très froide, en état de surfusion, non condensée. Et quand un avion passe dans cette atmosphère, jette des particules grâce à ses moteurs dedans, instantanément, l'eau vapeur se condense, donc devient non pas eau à moins 50 degrés, mais directement cristaux de glace. Et donc derrière l'avion, on a donc une traînée de cristaux de glace faite par la condensation de l'eau en surfusion à haute atmosphère. On appelle ça les traînées de condensation. Et d'ailleurs, moi j'ai travaillé 6 ans pour l'armée de l'air, et les zones, on faisait de la prévision de traînées de condensation, c'est-à-dire qu'un avion de chasse ne peut pas se permettre de rentrer dans une zone où son moteur va laisser derrière lui une grande traînée blanche d'eau condensée, parce que c'est encore mieux qu'un radar, on le voit tout de suite. Donc on prévoyait les zones où il pourrait se diriger sans que ces moteurs ne puissent engendrer ce phénomène. Donc ça faisait partie des prévisions météorologiques de trouver les zones où il n'y avait pas de traînée de condensation. Il est bien évident que les avions de ligne s'en fichent et donc passent sur leur couloir aérien et laissent derrière eux tranquillement ces traînées de condensation, donc qui forment des nuages. C'est un nuage, et même en météorologie, on lui donne un joli nom à ce nuage. On l'appelle Cirrus vertebratus, parce que petit à petit, il se disperse en faisant comme des vertèbres d'une colonne vertébrale. Voilà. À partir de quelle altitude on ne va pas avoir ce phénomène? Alors
L'altitude est variable puisque c'est ce qu'on prévoit, ça dépend des couches d'air. D'une manière générale, ce phénomène commence à partir de 6-7 000 mètres jusqu'à la tropopause qui peut être en moyenne à 12-13 000 mètres, mais plus haut en été jusqu'à 17 000 mètres. Après, on rate dans la stratosphère, et dans la stratosphère, il y a plus de phénomènes. D'ailleurs, les avions n'y vont pas d'une manière générale. Donc c'est à très haute altitude. On parlait de cela justement, et juste, alors il y a un deuxième astre, ça revient tous les étés, enfin souvent c'est l'été. Alors est-ce qu'on peut parler d'un tox? C'est la superlune. Moi ça m'a toujours dit, c'est que attention, dans tel jour il va y avoir une lune énorme, beaucoup plus grosse, elle va faire 14% de plus que normal et ça va être énorme. Et c'est ça, alors je ne sais pas si on peut parler d'un tox ou pas, évidemment elle n'est pas plus grosse et tout le monde est déçu. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Moi personnellement, je connais un peu la lune puisque je la photographie. On voit la différence sur une focale de 2 mètres. Je fais pas mal de photos de la Lune de proche sur un capteur 24-36. Effectivement, j'ai remarqué qu'elle était un peu plus grande. Mais il faut un télescope de 2 mètres de focale sur un capteur 24-36 pour voir vraiment cette différence, alors qu'évidemment, on voit rien du tout. Et ce qui est marrant, c'est qu'aux infos, souvent, on le voit bien là, juste à la fin de la météo, ce soir, il va y avoir une superlune ou demain, profitez de la superlune, alors qu'elle ferait que 14% de plus, parce qu'elle sera un peu plus près, et franchement, on voit pas la différence. Alors, je sais pas si on peut appeler de l'intox ou plutôt de l'exagération. Et je trouve que dans le domaine scientifique, parfois, il y a des choses qui sont... Il n'y a pas de différence, mais on exagère. Et ça peut pas mal d'en parler aussi. Oui, alors, c'est... Ah, tu vas ajouter quelque chose, Mireille ? Oui, dans les exemples que vous nous avez donnés, les uns et les autres, je dirais que ça n'a pas une grande importance, si vous me permettez cela. Ça n'a pas une répercussion grave sur la vie des gens. En revanche, il y a des fausses informations, volontaires ou pas, parce que je pense qu'il faudrait peut-être faire la différence entre... Juste aussi, c'est faux. Il faut bien qu'à un moment ou à un autre, parce que la vie me pousse à agir, parce qu'il y a des nécessités qui font que je suis bien obligé de prendre des décisions, je suis bien obligé par moment de croire. Et je crois selon un principe qui a été démonté par les philosophes du XVIIIe siècle et qui est ce qu'on appelle le principe d'autorité. C'est-à-dire qu'il y a un type qui se dit spécialiste, qui est peut-être effectivement un spécialiste. Mais moi, je n'ai pas les moyens de vérifier, d'une part, s'il est vraiment spécialiste, et d'autre part, si, en tant que spécialiste, même vraiment spécialiste, il a été suffisamment précautionneux, suffisamment vigilant sur sa méthode, etc. Vous comprenez ? Donc voilà, ça, ce sont des questions qui sont des questions importantes sur les erreurs qu'ils ont propagées et qui peuvent, de temps en temps, nous coûter beaucoup. Oui, alors... Tu réponds, Jean, ou... Non, il y a la Lune en suspens. Ouais. Mais
Mais sur par la deux- rapport à ce que vient de nous dire Mireille, qui lance vraiment le débat, mais on avait volontairement, dès le départ, donné des exemples, on va dire soft, très soft, par rapport à ce que peuvent devenir les fake news, parce qu'on savait qu'on y viendrait, et tu as bien lancé le débat. Je voulais juste faire une remarque. On répondra à la Lune quand même avant de relancer le débat. Je voulais juste faire une remarque sur la notion de croyance. Nous sommes tous, les uns et les autres, obligés de croire à quelque chose, par définition. Donc après, partant de là, le problème va être comment, et tu l'as bien dit, comment trier nos croyances, celles qui sont de l'imaginaire, celles qui sont malfaisantes et volontairement insufflées à des buts non avouables, et puis de celles qui pourraient être liées uniquement à l'ignorance, c'est tout. Donc Jacques répond, puis je pense qu'on va lancer le débat là-dessus. Mais justement, je ne comprends pas ce que tu veux me... justement, en fait, avant, je vais te répondre, hein, David, sur la Lune, parce que tu as remarqué juste. Mais c'est vrai, Mireille, tu as raison, parfois il y a des manipulations. Ça, on a aussi quelques exemples dans l'interlude tout à l'heure, on pourra en avoir quelques-uns. Mais sur le fait de la croyance, c'est que parfois ce sont des scientifiques reconnus qui, à un moment donné, vont dire des bêtises. Alors, d'une part, les scientifiques sont comme tout le monde. Il leur arrive de dire des bêtises. Il leur arrive aussi d'avoir des buts cachés, de faire du prosélytisme pour des croyances qui peuvent être tout à fait contestables. Et justement, l'avantage dans le monde de la science par rapport à d'autres mondes, c'est que la parole d'un seul, ça n'a pas du tout le même impact que dans les autres domaines. Parce que dans le domaine scientifique, quand quelqu'un dit « j'ai fait une expérience, j'ai trouvé ceci », avant qu'on le croie, il faut que beaucoup d'autres fassent d'autres expériences conduite en faisant varier un tout petit peu le protocole, et avant cela même, il faut refaire exactement la même pour voir s'il n'y a pas eu d'autres effets. Et c'est seulement quand la répétition de toutes ces expériences réalisées dans les mêmes conditions ou dans des conditions un peu différentes, c'est quand elles ont eu lieu qu'on peut dire, alors soit on s'était trompé, c'était un effet du hasard, soit il y a bien un effet, mais ce n'était pas celui qu'on pensait, soit ça confirme totalement. Et en fait, dans le monde de la science, quand un hurluberlu, parce qu'il y en a, raconte n'importe quoi, ça ne tient pas longtemps. Le souci, c'est que lorsqu'une une nouvelle sensationnelle est publiée, parce que par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, quelqu'un dit j'ai trouvé le vaccin contre la bêtise humaine, par exemple, tiens, ça serait une bonne idée. Si quelqu'un dit ça, vous allez avoir tous les médias qui vont s'en faire l'écho. Si ensuite il y a un démenti, personne ne va s'en faire l'écho. Quand vous dites j'ai prouvé que tel produit alimentaire est cancérigène, vous allez avoir des émissions de télé, de radio, des articles dans les journaux. Si après on dit cet article ne valait absolument rien, et dans le monde scientifique, assez rapidement ça arrive ça. Malheureusement, les journalistes, eux, ne s'en font pas l'écho, ou très peu, pas suffisamment. Voilà. Alors pour la Lune... Je rebondis juste sur le vocabulaire employé. C'est que tout à l'heure, je regardais un article, et le titre c'était une nouvelle étude sur la dangerosité des compteurs Linky. Et moi, je m'attendais à lire une étude sur la dangerosité. Et en fait, l'étude montrait l'innocuité de ces compteurs. Pour autant, le titre était nouvelle étude sur la dangerosité. Et j'ai lu l'article et à un moment donné, je ne pensais plus parce que je cherchais la dangerosité. Et voilà. Donc, je ne sais pas où on est là. Ce que disait Jean tout à l'heure à propos des précipitations, quand les météorologues de télévisuels là, nous informent qu'il est tombé un mois de précipitations, je pense que c'est peut-être aussi une question de mauvaise formulation. Non ? Oui. Il me semble que ça doit être aussi une mauvaise formulation. C'est-à-dire qu'on va à un raccourci qui en fait serait juste si on développait autrement. Oui, peut-être t'es généreux, t'es gentil avec eux, parce que je crois qu'ils cherchent plutôt le sensationnel et à impressionner les gens, quelle que soit la méthode employée. C'est pour créer le buzz, comme on dit maintenant. Hein.
Bon, sur le débat, tu me fais passer à un autre exemple en météo, un petit truc tout bête des journalistes, bah, j'en ai tellement à dire sur eux. Le mercure a monté pour dire qu'il fait chaud. Le mercure a monté, il raconte ça sans arrêt. Pour moi, le mercure, c'est le baromètre. Torricelli, le mercure. Donc pour moi, quand le mercure monte, c'est que la pression monte, c'est pas que la température monte. D'autant plus que les thermomètres à mercure sont interdits depuis plus de 30 ans. Et que tous les thermomètres à l'heure actuelle sont en toluène. Eh ben non, on continue à dire parce que sans réfléchir, ils disent ça. Voilà, bon, un petit exemple encore, et que c'est très difficile de faire passer. Bref. Alors, on va quand même répondre à la question de David. Oui, alors en fait, je pense qu'il y a aussi souvent certains domaines. Ont un écho différent auprès des journalistes. Quand on parle d'astronomie, on a l'habitude de grands chiffres. Les gens aiment bien citer des distances sans même savoir ce qu'il y a derrière d'ailleurs. Et pour l'exemple de la Lune, c'est souvent... Il y a d'autres exemples aussi pour des comètes, des choses comme ça. C'est souvent des histoires de records. Ils aiment bien le record aussi. Alors quand tout d'un coup, il y a un record qui est battu, on le donne, même si en fait ça n'a aucune importance. C'est un peu comme une blague suisse. Je ne sais plus quel poisson qui, dans le dictionnaire, normalement, il fait entre 6 et 10 cm de long. Et dans une foire à Genève, il y avait un exemple de ce poisson, mais un géant, parce qu'au lieu de faire entre 6 et 10 cm, il fait 10,2 cm. Voilà. Bon, ben, quand la Lune est un tout petit peu plus proche qu'habituellement, alors on en fait tout un gros... ça fait les gros titres. En fait, la distance de la Lune, elle varie beaucoup dans l'année, hein, de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres quand même. En proportion, c'est pas mal. Mais de toute façon, elle ne sera jamais à 100 000 km de distance et jamais à 1 million de kilomètres de distance. Et à l'œil nu, comme tu l'as dit, ça se voit légèrement, mais très très mal. Et en fait, l'effet le plus important, c'est même pas la grosseur réelle, c'est une illusion d'optique qui fait que tous les astres, quand ils sont proches de l'horizon, on les voit plus gros qu'ils ne sont en réalité. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un autre effet aussi qu'on connaît bien dans les planétariums, parce que... l'astronef connaît bien le planétarium. Quand vous projetez l'image de la Lune dans un planétarium, si vous mettez son diamètre apparent réel, ça ne marche pas. Les gens vous disent elle est trop petite votre Lune, ça ne va pas du tout. Et il faut grossir jusqu'à 3 fois. Parce que le cerveau, en réalité, comprend que c'est projeté sur quelque chose qui est tout près. Et donc il faut tricher. Donc l'apparence des astres, c'est quelque chose de très trompeur. Oui, alors en plus, il y a l'effet de loupe de l'atmosphère. Mais pour la température, ce que tu disais, Jean, ça m'évoque aussi autre chose. Souvent, vous entendez ou vous lisez, la température sur la Lune, c'est moins 200 degrés quand il fait nuit et plus 200 degrés quand il fait jour. Et ça, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucune signification. Pourquoi ? Parce que quand on est sur Terre, l'impression de chaleur qu'on a, elle est essentiellement due au fait que l'atmosphère conduit la chaleur transmise par le Soleil. Et donc, même quand on est à l'abri du rayonnement du Soleil, on est toujours dans une atmosphère relativement chaude. Quand vous êtes sur la Lune, même quand il fait jour, si vous êtes à l'ombre, comme il n'y a pas d'atmosphère, vous n'êtes chauffé par rien du tout. Et si vous êtes face au Soleil, vous êtes chauffé par le rayonnement solaire. Donc ce n'est pas du tout la même impression que sur Terre. Quand on est sur la Lune, si vous êtes debout face au Soleil, la face qui est au Soleil est chauffée vraiment énormément, mais de l'autre côté, c'est extrêmement froid. C'est pas du tout comme chez nous où tout est uniforme. Donc la notion de température et de chaleur sur la Lune ou sur les planètes qui n'ont pas l'atmosphère, c'est pas du tout comme sur Terre. Est-ce que vous voulez enchaîner sur le problème des fake news ou vous voulez un petit commentaire encore météo sur la température ? Il me fait penser à quelque chose, parce que sur la Terre, on est enveloppé dans l'atmosphère, donc il y a la chaleur liée à la conduction de l'atmosphère, mais le phénomène du rayonnement marche aussi. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui raisonnent faux sur la température, même sur Terre. Et c'est pour ça qu'on mesure la température sous abri. Mais sous abri, c'est pas sous un préau à l'abri des précipitations bien protégé, c'est sous abri du rayonnement. De tout rayonnement. C'est une espèce de cabane en bois qui est peinte en blanc parce que le blanc a un albédo de 100, de 1, c'est-à-dire qu'il renvoie 100% du rayonnement. Et donc l'air circule dans cet abri sans que le thermomètre lui-même ne soit influencé par qu'aucun rayonnement. Il mesure donc réellement la température de l'air.
Mais si je mets un thermomètre, même à l'ombre, il est protégé du rayonnement solaire, comme disait Jacques sur la Lune, mais il n'est pas protégé du rayonnement de la Terre qui, elle, rayonne. Donc vous avez une température qui n'est pas la température de l'air. Donc, à part avoir un abri météorologique totalement peint en blanc, on ne mesure jamais la température de l'air. Et votre corps, il réagit pareil. Si vous avez du vent et que vous êtes avec des nuages, vous avez votre corps qui va perdre de l'énergie, vous allez ressentir une température inférieure à la température de l'air, et à l'inverse, si vous êtes sur la plage au soleil, vous allez ressentir une température supérieure. Donc ce qui compte, c'est bien la température de l'air, et le phénomène peut être aussi équivalent sur Terre, avec en plus l'atmosphère qui nous enveloppe. Voilà, j'ai fini. Quand on revoit les cartes météo à la télé, c'est à l'intérieur de ce petit cabanon, effectivement, parce qu'il n'y a pas une énorme différence par rapport à nos sous-abris. Quelle est la différence si on prend notre thermomètre à l'ombre et ce qu'indique la... Parce que c'est vrai que s'ils indiquent l'été 27 degrés, c'est vrai que si on regarde chez nous, on a un thermomètre dans notre jardin, il n'y a pas une grosse différence quand même. Si, enfin je sais pas, j'ai pas vu 19 degrés contre 24. Enfin je sais pas. Si, la température peut être énorme. Une sonde de température au soleil, elle peut être à 50 degrés avec une température de l'air à 20 et quelques degrés. Si. Non, ça dépend du temps qu'il fait et du rayonnement. Mais ça peut aller jusqu'à 30 degrés de différence. Oui. Ça peut être énorme. Sur Terre. Et sur la Lune, n'en parlons pas, ça peut... Bon, on va changer de sujet quand même, on ne va pas faire de la météorologie. Revenons à nos fake news, Gauti. Oui, alors, moi, en bon élève, j'ai commencé à faire un peu des petites recherches. Et j'ai trouvé dans le journal officiel la définition d'infox. Parce qu'on parle d'infox. Donc, journal officiel du 4 octobre 2018. Recommandation. Alors, c'est pas une définition, c'est une recommandation sur les équivalents français à donner à l'expression fake news. Donc c'est le ministère de la Culture qui a mis ça dans le journal officiel. Alors je vous donne juste un extrait. Donc je cite, je lis, j'ai pris le petit papier pour pouvoir le lire. Voilà une occasion de puiser dans les ressources de la langue pour trouver des équivalents français. Lorsqu'il s'agit de désigner une information mensongère ou délibérément biaisée, répandue par exemple pour favoriser un parti politique au détriment d'un autre, pour entacher la réputation d'une personnalité ou d'une entreprise, ou encore pour contredire une vérité scientifique établie, on pourra recourir au terme information fallacieuse ou au néologisme infox, forgé à partir des mots information et intoxication. Donc vous voyez que, pour rebondir sur ce que disait Mireille, il y a une notion de malveillance dans le concept d'infox. Et effectivement, et c'est vrai que pour une fois, je ne vais pas taper sur les médias, vous voyez, c'est un peu exceptionnel, parce que quelque part, ils ne reproduisent qu'une information qu'ils comprennent. Ceci étant, c'est peut-être taper dessus, mais c'est-à-dire que quelque part, on leur communique une information, ils l'interprètent, et souvent c'est l'interprétation qui, par défaut de culture, entraîne une mauvaise évaluation, une mauvaise interprétation. Et c'est pour ça que je pense, et ça pourra relancer le débat, que la culture est essentielle justement pour faire la différence en termes de biais. Et puis je voudrais rajouter, alors j'ai bien fait mes leçons, hein, vous voyez, un professeur de philosophie, Hubert Caron, que je ne connais pas, dans le site Philo Plus, en avril 2015, qui parle cette fois-ci des parasciences. C'est intéressant parce que on parle science et philosophie, on parle d'infox, mais tout à l'heure, tu en parlais un petit peu, la parascience, ça a une certaine importance. Alors, je cite, hein, il y a peu, l'entreprise Saint-Gobain a annoncé qu'elle avait décidé de ne plus faire appel à la graphologie pour le recrutement dans l'ensemble de la société du groupe. Raison invoquée pour justifier cette décision, la graphologie
n'a pas de caractère scientifique réellement fondé. La décision confirmait ainsi le soupçon à l'encontre d'une science qui a longtemps fait illusion. Aujourd'hui pourtant, celui-là est en panne, je crois. Ah non, si. Aujourd'hui pourtant, la NPE en appelle toujours à des graphologues pour aider les chômeurs à rédiger leurs lettres de candidature de Saint-Gobain ou de la NPE. Bien difficile de dire qui est dans le vrai. Donc vous voyez qu'on est réellement dans une problématique assez subtile où les parasciences sont parfois soutenues ou ne pas soutenues par un certain nombre de groupes. Et c'est quand même assez compliqué et je pense que ça peut générer, je l'espère, le débat. Merci. Tu parlais de... C'est bon? Ça marche ou ça marche pas? C'est mieux là, ça va? C'était fort tout à l'heure. Tu parlais de pas mal de culture, gens. la nécessité de culture. Alors moi je dirais plutôt parce que la culture c'est tellement vaste que ça marche pas? Si, ça va? Ben, il y en a qui trouvent que c'est trop fort, d'autres pas assez fort. Oui, le gain. Non, mais je peux parler comme ça, hein, éventuellement c'est aussi bien. Bon, donc je disais, tu parlais de culture. Et je pense que la culture, c'est trop grand, trop vaste pour parler simplement de culture. Je dirais plutôt que, comme on ne peut pas, de toute façon, quelle que soit ta culture, avoir suffisamment de connaissances précises dans tous les domaines pour dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, en sciences, en météo, en physique, en ceci ou en cela, je pense qu'il faudrait plutôt dire que c'est l'entraînement à l'esprit critique, à une espèce d'esprit critique. Commencer par avoir le doute cartésien, je dirais le doute méthodique, c'est-à-dire se dire quand on dit quelque chose, est-ce que c'est vraiment vrai, hein? Alors j'ai peut-être pas les moyens de le savoir, mais je peux m'informer pour savoir si celui qui dit que c'est comme ça a effectivement de bonnes raisons pour le dire, si comme le rappelait Jacques, on a vérifié 25 fois ou 25 000 fois si c'était bien comme ça que ça se passait, etc. Donc plutôt l'entraînement à l'esprit critique. Parce que j'aurai jamais la culture nécessaire pour savoir comprendre ce que tu fais, même si tu expliques très bien ce que tu fais de temps en temps, hein, n'est-ce pas? J'ai vu ça lundi. Bon, tu comprends? Donc, esprit critique, je pense que c'est quelque chose qui est surtout... Alors, il ne faut pas que ça arrive au scepticisme total, parce que tout à l'heure, Jean parlait de croyance. Hein. C'est vrai qu'il y a un moment où il faut bien croire en quelque chose, et il faut bien agir, il faut bien bouger, hein, et il faut bien savoir si on veut crever ou si on veut vivre. Mais il y a quand même, je crois, un premier mouvement qui doit être un moment de « je me méfie ». J'essaie de regarder comment ça se passe. Et si celui qui me dit que, il a vraiment été sérieux pour le dire, alors ça, je peux peut-être savoir s'il a été sérieux. Je peux pas comprendre... je ne peux pas comprendre toujours ce qu'il me dit et si ce qu'il a fait et comment ça s'est fait, c'est juste ou pas, mais je peux au moins m'assurer de son honnêteté intellectuelle, de son honnêteté tout court. Mais tu m'évoques deux attitudes possibles par rapport à ce genre de situation. L'attitude de dire j'ai telle information, elle m'intéresse, il faut que je vérifie sa qualité, on va dire, et donc à partir de là, tu peux avoir une démarche interrogative pour savoir si cette information mérite d'être reçue. Ou est l'attitude inverse où tu as une croyance qui, quoi qu'il arrive, tu veux la garder et tu vas prendre n'importe quelle information, même la plus farfelue, pour alimenter ta propre croyance en te disant « je ne sortirai pas de cette croyance ». Et ça, c'est là qu'on retrouve les deux attitudes bien différentes. Et c'est vrai que beaucoup de fake news, et je prendrai un exemple simple, la Terre plate par exemple, c'est très facile maintenant, puisqu'on a même des photos, de savoir que la Terre est ronde. Il y a toujours sur Terre des gens qui défendent la théorie de la Terre plate. Alors qu'il est très facile de vérifier, et parce qu'ils mettent en premier lieu leurs croyances, et derrière les informations qui sélectionnent, quelles qu'elles soient, même les plus absurdes, pour alimenter leurs propres croyances. Et là, après, on va même à la limite de la religion, là, dans ce domaine-là, et on peut...
Il y a des études dans les sciences cognitives, il y a des études qui ont montré que effectivement, c'est plus facile pour un être humain de nier les faits plutôt que de renoncer à ce à quoi il croit profondément. Les études le montrent d'une manière, j'ai pas les références là, mais c'est des articles très sérieux faits par des gens qui ont fait des études très sérieuses, et c'est évident, c'est plus facile de nier les faits. À propos de ce que tu dis là justement sur la Terre plate, j'ai été étonnée de voir, d'apprendre qu'il y a de plus en plus de gens, à une époque où on pourrait penser quand même qu'on a renoncé à ce genre de croyance, parce que c'est une croyance, qui croient que la Terre est plate. Il y a une espèce de rétrogradation, en somme, à un niveau qui est un niveau du magico-religieux, je ne sais pas comment il faut dire, enfin d'un temps d'avant, quoi. Beaucoup. Il y a un phénomène universel, mais je voudrais bien que vous interveniez aussi. Il y a un phénomène universel qui nous touche tous plus ou moins fort et qu'on appelle la pensée magique aussi. Le besoin d'avoir du merveilleux, et parce que ça nous apporte du bien-être, et c'est un phénomène naturel, la pensée magique, contre lequel il faut être toujours très vigilant. Voilà, merci Gauti. Bien. Bonjour, bonsoir. J'ai noté 3 petits trucs. Qu'est-ce qui fait agir l'humain? Moi, j'ai trouvé, vous trouverez mieux, hein, ça a l'avantage de rimer, le savoir, l'avoir et le pouvoir. Vous me direz tout de suite, et l'amour. Parce que je crois que l'amour, on est d'accord, est une motivation profonde. Mais l'amour, pour moi, englobe savoir, avoir et pouvoir, entre autres. Bien. Alors, pour les fake news, qui révèlent de l'avoir, c'est avant tout l'argent. Donc, si je reprends la guerre du Golfe, ce qui a été dit sur nos amis Irak qui possèdent ou pas la bombe atomique, etc., c'était un prétexte, disent certains historiens. En fait, c'était pour s'emparer des ressources pétrolières. À vous de vous faire votre opinion. Hein? Ça, c'est l'avoir. Le savoir, je citerai ce qui se passe encore aujourd'hui sur le climat. Rappelez-vous la controverse aussi avec Haroun Tazieff, le volcan qui devait exploser ou pas, là, par exemple, alors que des géologues qui s'y connaissaient ont dit le contraire. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais c'est un épisode intéressant où on a entendu des tas de choses. Le pouvoir, la motivation du pouvoir, si vous prenez ce qui s'est passé au Moyen-Âge avec les sorcières, vous vous rappelez? Eh bien, c'était nos élites, entre guillemets, de l'époque, qui voulaient prendre le pouvoir. Les élites, c'était soit les religieux, qui voulaient imposer la croyance de l'époque en France, soit les gouvernants, les rois, les nobles, etc. Vous voyez, Donc, il y a aussi, ça, on n'a pas entendu dans le débat, j'ai entendu personne parler des non-dits. Il y a les fake news parce qu'on dit des choses fausses, mais il y a aussi ce qu'on tait, ce qu'on ne dit pas. Certains ont peut-être fait de l'histoire et regardé un peu ce qui s'est passé au moment du début de la guerre, la dernière, Pearl Harbor. Pearl Harbor, Roosevelt savait très bien que les Japonais allaient lancer la méga attaque. Mais il ne l'a pas dit. Pourquoi? Parce qu'il voulait absolument que l'Amérique rentre en guerre, enfin c'était son point de vue, et qu'il ne voulait pas, justement, démolir la croyance Japon égale diable. Vous voyez? Donc je vous invite à aller voir ça. En conclusion, parce qu'il ne faut pas que je mobilise la parole, je rejoins tout à fait Mireille, qui dit la base de tout,
Je dirais c'est d'abord la modestie de savoir dire je ne sais pas. Hein. Quand vous interrogez un politique, vous lui demandez son avis sur le nucléaire ou sur les autoroutes. Hein. Est-ce qu'il faut la 45 ou pas? Bon, bah il est tout prêt et je vais me taire. Hein. Je continue quand même une minute. Oui. Hein. La 45, tout le monde sait. Hein. Je ne raconterai pas ce que j'ai entendu d'un journaliste qui a interviewé Vauquier à l'époque, hein, mais c'est savoureux. Donc on croit savoir. On n'a pas la modestie qu'il faut pour dire ben non, hein, et pour accepter, comme dit Mireille, justement que d'abord, il faut connaître. Alors, ça pose un problème pour nos enfants, toute l'éducation. Amusez-vous à regarder les prochains programmes du bac. Ben, la physique, elle est au fond du tiroir. Hein. Après, comment vous voulez demander aux gens s'il ne faut pas fermer Fessenheim ou pas? Qu'est-ce qu'ils y connaissent? Je me suis amusé, moi, à faire la petite chose suivante. Il y a beaucoup d'articles qui disent telle centrale solaire va faire telle chose, hein, ou telle centrale nucléaire. Et avec ça, d'abord, il y aura tant de mégawatts, et avec ça, on pourra fournir l'électricité à 10 000, 100 000, 1 million de foyers. Si vous faites la division des mégawatts annoncés par le nombre de couples qui auront la somme, par exemple, chaque couple, chaque foyer, d'après les chiffres, quand vous faites la division, vous retrouvez qu'un foyer, c'est soit 100 kW par an, soit 100 mégawatts par an. Hein? Vous voyez, facteur 1000. Donc le journaliste, il répète bêtement ce qu'ont dit les vendeurs d'éoliennes ou les vendeurs de centrales nucléaires. Hein? Alors que il n'y a pas beaucoup de journalistes. Je cite Sylvestre Huet, dont j'ai déjà parlé, hein, dont je vous invite à aller voir le blog. H-U-E-T. Oui, Sylvestre Huet, effectivement, c'est intéressant de le lire. Oui, ce que j'aimerais dire, c'est un tout petit point, c'est qu'effectivement, avec l'avènement du web, les fake news prennent de l'ampleur, phénomène qu'on ne connaissait pas il y a un certain temps. Voilà. Moi, je voudrais vraiment qu'on fasse la différence entre celui qui émet la fake news et celui qui reçoit la fake news. Parce que celui qui émet la fake news, il n'est pas dans la croyance. Il est pour moi beaucoup plus dans ce que tu disais dans la définition, dans un mensonge. Un mensonge pour le pouvoir, un mensonge intentionnel. Alors, ça peut être peut-être par inadvertance, mais ce n'est pas du tout la même intention. Et celui qui va y croire, ça peut être par méconnaissance. Et je ne sais pas trop au niveau de la pensée magique. Pour moi, on n'est pas tout à fait dans le même domaine. On croit des fois des choses qu'on a envie de croire. Mais il y a vraiment deux choses. Hein. Celui qui émet la fake news, pour moi, là, j'ai une image de Trump qui n'arrête pas de mentir intentionnellement. Il n'y a pas de pensée magique. Hein. Il y a de la manipulation, il y a du mensonge. Et puis après, il y a la croyance, mais c'est l'autre versant. C'est pas la même chose. Des biologistes. Y a-t-il des biologistes? Bon, rapidement. Mes deux questions, c'est est-ce que l'homme serait immortel? On entend dire que c'est possible. Hein. Et deuxième question, en Chine, récemment, on a entendu la création d'un bébé. Hein, vous vous rappelez? Hein, il y a un savant chinois qui a fait de toutes pièces un bébé. Voilà. Qui peut me répondre sur ces deux nouvelles? Je crains que personne ne puisse répondre dans les deux cas. On n'a aucun moyen de vérifier les informations. Pardon? Oui. Mais... Jean-Pierre, est-ce que tu veux parler à propos du bébé, parce que le premier, je ne sais pas, à propos du bébé, cette manipulation génétique, c'est ça? Oui. Ah mais non, mais il n'était pas question de clonage dans ce que je connais, moi.
C'est simplement une manipulation génétique sur le patrimoine génétique et sur une c'est ça, oui. quelconque, parce que c'était un bébé qui était susceptible d'avoir le VIH. Et donc que l'on a donc manipulé génétiquement dans l'embryon pour qu'il soit indemne du VIH. C'est ça, hein, c'est ça, ouais. Bon, mais ça, bon, bah, on en pense ce qu'on veut, mais enfin, je pense pas que ce soit quelque chose d'absolument répréhensible en soi. Oui, pour répondre à ce que disait Claudine tout à l'heure, il y a quand même parfois on peut le dire, hein, il y a parfois des manipulations qui sont faites. Alors, par les journalistes, on en parle souvent, mais parfois, c'est vrai, par des personnes qui ont une éducation scientifique, qui parfois même ont eu un poste, parfois même prestigieux, qui ensuite se mettent un tout petit peu en marge de la communauté scientifique, mais qui continuent à avoir un certain poids. Et par exemple, il y a le cas du professeur Seralini, hein, à Caen. À Caen, bon, Luc Montagnier, c'est autre chose. Mais oui, Luc Montagnier, il a simplement parlé d'un domaine qu'il ne connaissait pas, qui n'était pas le sien, il a dit des bêtises. Tandis que Seralini, c'est autre chose, c'est un peu plus dans la manipulation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2015 ou 16, je ne sais plus. Non, ou 2012 même. Il a publié dans un journal scientifique qui s'était fait avoir les résultats d'une expérience menée sur des rats. Et ces rats, on leur avait fait manger des aliments génétiquement modifiés. C'était du maïs, génétiquement modifié. Et le résultat, c'est qu'il y avait un taux de cancer qui était absolument incroyable, en tout cas présenté comme tel. Et donc, il a publié son article, qui est passé à l'as, qui n'a pas vraiment suivi le circuit normal. Et évidemment, toute la presse s'en est fait l'écho. Il y avait dans le Nouvel Observateur, il y avait un article, les OGM sont des poisons, maintenant on en a la preuve, etc. Bon, la réalité, c'est que l'étude ne valait absolument rien. Scientifiquement, elle ne valait rien. Pourquoi? Alors, déjà, les échantillons, enfin les groupes tests de rats étaient constitués de trop peu d'individus pour que ce soit significatif. Mais ensuite, et surtout, il avait pris des rats dont on sait très bien que ce sont des races de rats qui sont sujettes à des cancers à un point tel que la moitié d'entre eux sont déjà morts avant l'âge de 2 ans. 1 an ou 2 ans, je ne sais plus. Et les expériences ont été refaites, comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu la base de la science. Elles ont été refaites par d'autres équipes qui n'ont absolument pas trouvé les mêmes résultats, puisqu'elles n'ont trouvé aucun résultat, aucun effet manifeste spécial de la part de ce maïs OGM. Et par la suite, on s'est aperçu que ce monsieur Seralini, qui est toujours professeur à Caen d'ailleurs, hein, en fait, il avait des accointances avec des organismes un peu bizarres, avec même parfois un peu sectaires. Et puis en plus, il avait mis sur pied un montage parce qu'il se prétendait indépendant. En fait, il était indépendant de son laboratoire, mais il avait financé ses expériences par des fonds qui venaient en fait de la grande distribution qui est connue pour vouloir vendre ses produits bio. Voilà. Et il avait fait un montage pour que ça ne soit pas apparent. Donc là, il y avait vraiment manipulation. Voilà. Je suis désolée, ça fait rien? Bon, je parle. Si de temps en temps on est un peu... Enfin, je crois que si on devient sceptique parfois à l'égard de tout cela, hein, parce que on ne sait pas, comme on disait tout à l'heure, puisque nous ne sommes que des gens ignorants de spécialités comme celle de Gauti, de Jacques, etc. Donc on arrive à ne pas savoir ce qu'il faut croire. C'est aussi peut-être parce que dans certains domaines, la science ne sait pas avoir... Enfin, comment dire? La science nous propose des résultats qui sont parfois dans le temps contradictoires. Et donc on se dit, ben finalement, je crois en plus rien, quoi. Je ne sais plus ce qu'il faut croire et j'en arrive à ne croire en plus rien. Je prendrai des exemples, alors ça reviendrait à ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, qui sont ressortis à la médecine, puisque le reste, je ne connais pas. Donc, quand on regarde ce qui a été dans ces dernières années, décennies,
dit sur un certain nombre de produits, médicaments, thérapies, etc. Vous prenez l'histoire, moi je prends toujours l'exemple de l'aspirine. Mon mari rigole parce qu'il sait très bien ce dont je vais parler. L'aspirine. Bon, lorsque l'aspirine a été découverte, à une époque où on ne connaissait pas encore le pénicillium, bien sûr, ça a été quelque chose d'absolument formidable. Et on a dit, c'est le médicament qui va résoudre tous les problèmes. Et puis, quand on a eu la pénicilline, l'aspirine a été a eu un peu moins le vent en poupe, mais enfin, on a continué à trouver que l'aspirine, c'était pas si mal. Et puis, tout d'un coup, on s'est dit, ah non, 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 l'aspirine, très, très mauvais. Très mauvais parce que hémorragique, etc., etc. Bon. Et pendant un bout de temps, on a supprimé l'aspirine partout. Alors, c'était uniquement paracétamol, parce que l'aspirine, très mauvais. Et puis voilà que, depuis quelque temps, on revient à l'aspirine. Et on vous dit, mais prenez un comprimé d'aspirine 500 tous les matins, et vous n'aurez, quand vous avez un certain âge, aucun problème circulatoire. Ça sera très bien. Donc finalement, on ne sait plus à quel saint se vouer quand on n'est pas spécialiste de la chose, parce qu'on se dit c'est bon ou c'est pas bon. C'est la même chose pour le sucre. C'est la même chose et maintenant, ça devient pour la viande rouge aussi. Hein. Le sucre, ça a été la même chose. On nous a dit le sucre, pendant longtemps, on a mangé du sucre, quelle que soit son origine, betterave, canne à sucre, peu importe, on ne se posait pas la question. On mangeait du sucre. Les enfants ont mangé du sucre quand ils en avaient, bon, ben, et puis voilà. Et puis un jour, on a dit, ah, très très mauvais le sucre. D'abord, c'est bourré de graisse. Et puis le sucre aussi, ça favorise les diabètes chez certaines personnes, etc. Bon. Donc, plus de sucre. Aspartame. Tout le monde a connu la période aspartame. Et puis maintenant, on dit aspartame. Ah non, 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 non. Aspartame, très dangereux. Donc, on revient, non seulement on revient au sucre, mais on dit, ah, mais le sucre, attention, un bébé, un enfant qui ne mange pas de sucre, ne nourrit pas son cerveau. Donc, il va devenir débile. Hein. Et voilà. Et on en arrive dans certains domaines. Alors, je ne parle pas de la physique ou des choses comme ça, où là, à mon avis, on a des certitudes un peu plus grandes. Mais dans les domaines où on touche au vivant, et je ne parle même pas des sciences humaines, alors là, parce que ça deviendrait catastrophique, on ne sait plus à quel sens se vouer. Quand on n'est pas spécialiste, on dit, mais c'est quoi? Et même, je me demande si les spécialistes savent véritablement à quel sens se vouer parfois. Je voulais juste revenir sur ce qui a été présenté, parce que j'ai des parents qui sont pharmaciens, du coup... Ah, pardon, vous m'entendez mieux? Ok. Mes parents sont pharmaciens, donc ils connaissent bien ce domaine pharmacien. Donc ils connaissent bien ce domaine du coup du médical. Et pour avoir échangé avec eux, il y a beaucoup de phénomènes qu'on ne découvre qu'après des années. Donc c'est un peu difficile aussi de comprendre ce qui va se passer dans le temps quand on n'a pas eu justement le temps que les choses se passent aussi. Donc pour le domaine du médical, je pense qu'il y a aussi un facteur temps que les scientifiques doivent tenir en compte et qui n'ont pas forcément le temps de prendre en compte. Oui, c'est une remarque intéressante, effectivement. Le temps, dans la recherche scientifique, le temps change pas mal les choses, souvent, oui. Alors, moi, je vais me permettre de répondre un petit peu et de faire le mea culpa, parce que, quelque part, j'ai un petit peu l'étiquette scientifique. Je reconnais que à une certaine époque, les scientifiques, en particulier, je pense, post-révolution française, ont voulu à ce point lutter contre le dogme qu'ils ont essayé de remplacer un dogme par un autre. Et quelque part, c'est vrai, ils ont voulu remplacer la science en disant, voilà, c'est scientifique, donc c'est vrai. Et ils se sont immiscés dans des contrées dans lesquelles ils n'auraient jamais dû rentrer. Le vrai, c'est pas le propos du scientifique. Le vrai, ça doit rester la propriété des philosophes et des personnes qui vont réfléchir sur la métaphysique, etc. Mais le vrai, c'est pas le propos du scientifique. Mais le problème, il est double. À un moment donné,
on a lutté contre le dogme par un autre dogme. Et ensuite, nous avons par exemple en France la chance d'avoir une recherche publique. C'est une chance. Mais en même temps, il faut demander des financements. Et pour obtenir des financements, il faut parfois promettre. Si vous allez voir un ministre quelconque et que vous lui dites « Franchement, je ne suis pas sûr. Et à mon avis, ça va être difficile. Mais peut-être qu'un jour, on réussira à. » Jamais vous obtiendrez un copec. Hein. Ça faut être clair, vous n'aurez pas un sou. Et le problème, c'est que à un moment donné, par exemple, je connais un peu le monde de la fusion nucléaire. Certains vous connaissez peut-être le projet ITER à Cadarache, un grand projet international, le premier projet scientifique véritablement international, mondial. ITER, c'est la fusion nucléaire. On sait qu'on sait faire de l'énergie avec la fusion nucléaire parce que les bombes à hydrogène, ça existe. Donc on sait qu'on sait faire. On sait produire de l'énergie. Mais le problème, c'est de produire de l'énergie, entre guillemets, domestiquée, pour civile. Et le problème, c'est que les gens de la fusion, dont j'ai fait partie pendant un moment, ont promis depuis 50 ans que dans 10 ans, ils avaient la solution. Donc le problème, c'est que chaque fois, on promet qu'on a la solution, parce que sinon, on ne démarrerait pas la recherche. Et souvent, on est embarqué dans les propres promesses qu'on est en train de faire en disant on va y arriver. Parce que si on leur dit oui, on a des chances dans 50 ans, il suffit de voir la COP21 pour se rendre compte comme c'est compliqué de dire que dans X dizaines d'années, on va réussir à faire quelque chose. Donc il faut promettre au maximum au niveau politique 10 ans. Hein. C'est 2 mandats. Donc en gros, ils ne vont pas vous donner l'argent pour plus de 2 mandats. Donc a priori, il va falloir être... On est un peu obligé et le défaut, c'est que face à des financements de ce type, quelque part, il y a des promesses qui ont été faites et qui n'étaient pas tenables, parce qu'au moment où les promesses ont été faites, les personnes ne savaient pas si elles pourraient les tenir. Et donc c'est vrai que le scientifique a sa part de responsabilité dans le côté je vous vends une marchandise qui marche, post-révolutionnaire et ensuite financement public. Alors, j'ai fait mes devoirs un peu, comme je vous l'ai dit avant de venir, et Mireille sans doute pourra nous en parler mieux. Les fake news, c'est pas nouveau. Il me semble que la caverne de Platon en parle un petit peu parce que justement elle prétend que c'est un peu la pensée magique en même temps dans la caverne de Platon. Et effectivement, je pense que quand il a parlé de la pensée magique, c'était pas l'émetteur, c'était le récepteur qui avait un peu la pensée magique. C'est-à-dire qu'on aime avoir des informations qu'on aime. On ne veut pas avoir d'informations qui nous dérangent. Et quelque part, la pensée magique, c'est le récepteur, c'est pas l'émetteur. Le problème, c'est quand l'émetteur pense qu'il faut donner au récepteur l'information qu'il veut entendre. Là, on vire cata. Peut-être tout à l'heure, tu pourras nous parler un peu de la caverne de Platon. Je pense que c'est intéressant. Quand je pense Platon, je pense aussi Spinoza dans l'autre sens. Oui. 2 petites remarques, mais qui n'ont rien à voir avec Platon. Ça marche ou pas ton truc? Non, ça marche pas. Si, c'est bon. Donc, d'abord, à propos de la maladie de Lyme, si je ne suis pas trop mal informé, il me semble que le dépistage de la maladie de Lyme n'est pas du tout au point. Et donc, si on a tant de gens qui pensent avoir la maladie de Lyme, c'est parce qu'on ne sait pas la dépister véritablement. Voilà. Et hormis la diagnostiquer, ce qui n'est pas la même chose. Bon. Deuxième chose que je regardais, c'était sur ce que tu disais à propos des publicités de la télévision. Il y a un truc qui est énervant au possible et qu'on devrait absolument interdire, c'est la pub scientifiquement prouvée.
hein. On voit des publicités où on vous dit c'est vrai, c'est scientifiquement prouvé. Ça, je trouve ça absolument, mais vraiment énervant. Oui, absolument pas possible. Parce que scientifiquement prouvé, ça veut... Bon. Donc déjà ça. Alors à propos de Platon, pour reprendre ce que disait Gauti, alors en fait, Platon ne montre pas l'erreur au sens où on l'entend ici, c'est-à-dire une erreur qui serait plus ou moins due à une volonté de biaiser la réalité, etc. Bon. Mais plutôt à une incapacité, je dirais, congénitale à l'homme à saisir la vérité. Alors, on a parlé de vérité tout à l'heure, c'est un terme, tu l'as dit toi-même, c'est plutôt exactitude dans beaucoup de cas, et notamment dans un cas, il y avait le mot vérité, c'était plutôt exactitude qu'il fallait lire, mais c'est vrai qu'en philosophie, on parlera de vérité. Bon. Donc, on n'est pas apte à connaître la vérité, et on est trompé par tout un tas de choses qui viennent se surajouter à ce qui est véritablement, hein, et qui donc nous opacifie, justement, nous éloigne de cette vérité. Alors l'histoire de la caverne, elle est la suivante. Platon imagine dans la République des gens, des hommes qui ont vécu toute leur existence dans une caverne sans jamais être allés ailleurs. Ils sont nés là et ils ont toujours vécu ainsi. Ils sont enchaînés, donc ils n'ont aucune liberté de mouvement. Ils sont enchaînés avec uniquement le regard tourné vers la paroi du fond de la caverne. Et ils ont donc, il y a dans cette caverne un mur derrière eux, derrière lequel passent des êtres qui portent des espèces de statues de marionnettes. Et derrière ce mur et ces êtres qui portent, donc vous voyez, il y a les gens qui regardent le fond de la caverne, derrière eux le mur, avec derrière ce mur des gens qui portent des statues, des marionnettes comme ça, et derrière eux un feu qui projette donc les ombres sur la paroi de la caverne. Si bien que les humains, qui ne peuvent pas se retourner, qui sont enchaînés, voient passer ces ombres qui se bougent, sans voir ceux qui les meuvent, évidemment, hein, puisqu'ils sont cachés derrière le mur. Et donc ces humains que nous sommes croient que c'est toute la vérité, la réalité et la vérité. D'accord ? Les deux à la fois. Bon. Mais voilà qu'un jour, un de ces êtres humains, par un effort de volonté de je ne sais quoi, arrive à se détacher. Et donc, la première chose, il se retourne et voit que, en réalité, ce qu'il a cru être la réalité et la vérité n'était que illusion. C'était des choses sans consistance, des ombres. Mais qu'il y a une réalité plus consistante, c'est celle des statues et des marionnettes que l'on promène, et qu'il y a des manipulateurs là derrière. Donc, il a été dans l'illusion tout le reste de son temps. Et il aperçoit au fond de la caverne, à l'opposé du mur, une espèce de lueur vague et puis une sorte de tunnel, en somme, qui monte. Et comme il est curieux de savoir ce qu'il y a là-bas, il entreprend de cheminer dans cette espèce de tunnel ascendant, qui est long, difficile, mais qui finalement, au bout d'un temps, débouche sur un espace complètement libre et inondé de lumière. Et là, il aperçoit enfin les vraies valeurs et la vérité. Donc tout ça pour nous donner l'idée, c'est une allégorie, de notre existence où nous sommes sans cesse victimes d'illusions. Il y avait par exemple une pièce de Calderon qui s'appelle « La vie est un songe » aussi, et le thème du songe et de l'illusion de la vie est quelque chose que
l'art baroque, les dramaturges baroques ont beaucoup exploité. Donc, nous sommes victimes d'illusions et la vérité est très difficile à saisir, à connaître, mais on peut y arriver. C'est pas du tout pessimiste, hein. On peut y arriver. Hein? Alors, simplement qu'il faut y arriver. Alors, on y arrive par un effort, mais au départ, c'est pas gagné non plus. Parce que, comme vient de dire Gauti, qui connaît bien Platon, au départ, ils ne peuvent pas voir la vérité telle qu'elle est, c'est-à-dire le soleil qui représente la valeur suprême, hein, bon, et la vérité suprême, parce qu'ils sont tellement éblouis, après avoir vécu toute leur existence dans l'obscurité ou presque, que c'est pas possible. Donc ils commencent par regarder le soleil dans son reflet, le reflet du soleil dans l'eau. Et puis peu à peu, ils s'accoutument et ils arrivent à tourner enfin leur regard vers la vérité et vers le soleil. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait dans ce qu'on disait, c'est-à-dire essayer d'abord faire des efforts. Hein. C'est pas désespéré, c'est pas désespérant non plus. Il faut pas tomber dans le scepticisme total. Bon, finalement, je crois en rien, parce que comme on le disait aussi, il faut agir. Et il y a une possibilité d'arriver vers quelque chose, alors qui serait peut-être pas la vérité, hein, on est bien d'accord, mais quelque chose qui est bon, un peu mieux, un peu plus juste, plutôt que exact, que véritable. Voilà. Alors, après, tu parlais de Spinoza, Baruch Spinoza, qui lui disait, alors, justement, qu'on est condamné à ne voir jamais qu'un coin du tableau. C'est comme si la vérité de notre monde, la réalité de notre monde, était une espèce de tableau, et que l'homme ne pouvait jamais que découvrir, qui était opacifié par une sorte de voile, hein, et que l'homme était condamné toute sa vie à ne découvrir qu'un petit morceau du tableau. Donc là, c'est plutôt désespérant, bien que Spinoza ne soit pas un philosophe désespérant en demeurant, mais l'idée qu'on ne pourra jamais, avec nos petites capacités, parce que nous ne sommes pas des dieux, arriver à tout comprendre. Voilà. Et moi, je reviendrai alors sur ce qu'on disait l'autre jour. Comment ? Qu'est-ce qui lui permet de dire ça ? Ben, c'est parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que finalement, est-ce qu'on peut, avec nos petits moyens à nous, compte tenu de ce que l'on sait, de ce que l'on découvre qui est vrai un jour, mais pas tout à fait vrai le lendemain, etc., puisqu'on parlait du temps tout à l'heure, ben on se dit qu'on n'arrivera peut-être pas véritablement à tout comprendre. Et puis quand on regarde le monde et l'infiniment du monde, les trous noirs qui fusionnent, etc., bon, c'est vrai que ça laisse perplexe. Hein. Puis c'est surtout une grosse preuve d'humilité des capacités du cerveau humain par rapport à l'immensité autour de nous et la connaissance. Alors moi je reviendrai simplement pour finir, excusez-moi, sur le XVIIIe siècle et sur ce qu'on disait tout à l'heure de la transmission, de la propagation du magico-religieux avec Fontenelle. Alors Bernard Le Boyer de Fontenelle était un philosophe du XVIIe siècle en réalité, comme Pierre Bell, mais il a été un précurseur en matière des idées des philosophes et il a été un des premiers à promouvoir cet esprit d'examen sur toute chose, ce qu'il appelait l'esprit d'examen. Se méfier de tout, faire attention, bon, etc. Et il a écrit des ouvrages, notamment donc quelque chose qui nous montre bien comment le magico-religieux peut encore accroître l'erreur. C'est l'histoire de la dent d'or. Mais tout le monde, je pense, se rappelle peut-être qu'en première, on étudiait Fontenelle il y a longtemps de ça, et qu'on étudiait cette anecdote extraite de l'histoire des oracles qui s'appelle la dent d'or. Alors l'histoire est la suivante, c'est très court. Fontenelle prétend raconter qu'en fait, en Silésie, je crois, si ma mémoire est exacte, je sais pas, si c'est pas ça, ça n'a pas d'importance. La rumeur s'était propagée qu'un enfant était né avec une dent d'or. Et donc, les scientifiques et philosophes de tout poil se mirent à disserter sur la dent d'or, sur les causes de la dent d'or, sur la finalité de la dent d'or, etc. Et chacun reprenant les travaux du précédent, parce que c'est ça, il y a le problème de la transmission, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va discuter sur la dent d'or,
puis il y en a un autre dans un autre pays qui entend parler de ça et qui donc va reprendre les travaux du précédent en disant « mais non, ça ne doit pas être ça, ça doit être autre chose ». Et finalement, il y a toute une construction intellectuelle totalement fausse et de plus en plus fausse, évidemment, qui se fait sur cette histoire de d'Andorre. Jusqu'au jour où un pauvre type, un pauvre ouvrier, bien prolétaire, qui lui aussi entend parler de ça, et qui est bien sûr proche de l'enfant en question, parce que ça c'est une condition sine qua non, va voir l'enfant, et puis regarde là-dedans, et puis trafique là-dedans, et puis la regarde, et sans doute l'opère plus ou moins, j'en sais rien, et s'aperçoit que c'est, vous avez deviné, une couronne. Voilà. Et donc la vérité est toute bête, c'est que cet enfant n'est jamais né avec une dent d'or, mais qu'il a une dent d'or qui lui a été appliquée par un dentiste, quoi, c'est tout, mais qu'on a construit tout un tas de trucs dessus avant de vérifier. D'où l'idée de Fontenelle, avant d'affirmer quelque chose, soyons sûrs qu'on a bien vérifié. Hein. Prenons toutes nos précautions, exerçons notre esprit d'examen sur les choses. Voilà. Quelqu'un a une question? Oui, Paul, j'arrive. Ce n'est pas une question. Je reviens à l'homme qui est marché sur la Lune. Lorsqu'un journaliste a demandé à un responsable de la NASA qu'est-ce qui prouve vraiment que vous êtes allé sur la Lune, vu la polémique qu'il y avait, il a dit c'est simple, c'est que l'URSS ne l'a pas démenti. Comme quoi une vérité aussi qui n'est pas affirmée peut être politiquement vérifiée. Et autre chose, il y a quand même une fake news qui a une durée de vie assez importante, puisqu'il dure au moins depuis un siècle, c'est le fer dans les épinards. Le fer dans les épinards. Tout le monde croit, beaucoup croient qu'il y a beaucoup plus de fer dans les épinards que dans d'autres légumes, ce qui est faux, parce que beaucoup de... Tout ça parce qu'il y a eu lors de la transcription du résultat, une erreur de virgule. Mais ça a fait tellement la richesse des producteurs d'épinards du sud des États-Unis qu'ils se sont appuyés là-dessus, qu'ils ont diffusé la fausse nouvelle à l'échelle planétaire avec Popeye et tout. Et c'est comme ça qu'une fake news, n'est-ce pas, a eu la vie dure. Ça serait dommage après, ça va pas ce sujet. J'espère qu'il m'a pas menti. Alors c'est rigolo, c'est juste une anecdote. J'ai bu un verre avec la dernière personne qui a marché sur la Lune. C'est pas une infoc. Il s'appelle Schmitt et j'espère qu'il m'a pas menti. Parce que justement, il m'a montré des photos. On était plusieurs. C'était à l'observatoire du plateau de Calerne avec Antoine Labéry. Et il était là, on a pris un verre, il s'appelait Schmitt. Ben, j'espère qu'il ne m'a pas menti, donc qu'il était... Oui, effectivement, il n'était pas jeune. Mais voilà, c'est juste comme ça. Harrison Schmitt, qui est le seul scientifique à avoir marché sur la Lune, il était géologue. Je voudrais simplement donner un complément à ta présentation concernant les publications. C'est vrai qu'aujourd'hui, les scientifiques sont évalués au nombre de publications. Alors j'avais vu un article assez intéressant dans la recherche lorsque le fameux critère de Shanghai, le critère qui dit si nous sommes de bons scientifiques ou pas, est sorti. Ils ont eu tout de suite, ils se sont aperçus d'un problème, c'est que Einstein ne rentrait pas dans les critères de Shanghai. Il ne faisait pas assez de publications et du coup, ils se sont dit, il faut peut-être faire quelque chose parce qu'il ne rentrait pas dans les critères. Et c'est à ce moment-là qu'on a mis les citations de publications dans le critère. Et pour la petite histoire, dans l'article, ils avaient trouvé un Japonais. Alors, ça n'a rien à voir avec... Mais enfin bon, c'est un fait, il était japonais. Il avait réussi en 3 ans à être dans 3000 publications. 3000 publications en 3 ans. Il s'appelait Fukushima ? Non, sachant qu'il y a 365 jours par an, ça faisait quand même beaucoup de publications. Et l'article posait la question de savoir s'il était plus important d'avoir produit autant de publications ou d'avoir été cité par la suite par autant de monde. Donc c'est vrai que le problème, c'est comment on évalue
la scienticité d'une personne ou d'une publication. Et c'est vrai que ça reste quand même un problème complexe. Justement, je parlais de ça. Il y a beaucoup de scientifiques, je trouve, qui parlent de sujets qui ne sont pas leur domaine. On entend bien des conneries. Alors, on citait quelques-uns, par exemple. Moi, j'aime bien, c'est Stephen Hawking. Je trouve qu'il a raconté pas mal de conneries dans des domaines qui ne sont pas du tout le sien. L'intelligence artificielle, des choses qui n'ont rien à voir. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, il y avait quelque chose sur France Inter, à 14h là-dessus. Il disait qu'effectivement, il disait certaines choses, mais c'était peut-être pas le plus intéressant à écouter de lui. Il y a d'autres domaines où on se pose la question est-ce que la science, si une expérience, on peut pas faire l'expérience à 100% pour vérifier, est-ce qu'on peut considérer que ce n'est pas bon du tout? Je dis ça par rapport à certains scientifiques comme Montagnier avec la mémoire de l'eau, qui lui par exemple est toujours là, pourtant c'est un prix Nobel 2008, et il a dit des conneries, encore un prix Nobel qui dit des conneries. Est-ce qu'il dit des conneries? Alors, je vais faire l'avocat du diable. Est-ce qu'il dit des conneries ou tout simplement, scientifiquement, on ne peut pas prouver, on ne peut pas faire l'expérience à 5% et on se dit, c'est pas bon. Il y a beaucoup de scientifiques aussi, on a dit des conneries, puis on s'est rendu compte plus tard, il y a peut-être quelque chose derrière. Mais actuellement, c'est difficile. Il y a Jean-Pierre Petit, par exemple, qui raconte des conneries. Le modèle de Janus, évidemment, ça paraît complètement. En même temps, est-ce que par derrière, parce qu'actuellement on ne peut pas prouver quelque chose parce qu'il faudrait vérifier scientifiquement à chaque fois l'observation à 100%. Donc voilà. Donc il y a certaines personnes qui ont quand même une certaine hauteur, comme Montagnier par exemple. Et derrière, voilà, est-ce qu'il y a ça de l'intox? Ces gens sont-ils de la bonne foi? C'est en fin de compte en se disant on n'arrive pas à le prouver, on ne peut pas faire l'expérience, on ne peut pas la renouveler, on n'arrive pas à faire d'observation, mais est-ce que l'intox ou est-ce plutôt il y a vous voyez ce que je veux dire, une barrière, il y a quelque chose de flou entre l'intox et une sorte de... On n'arrive pas à une vérité, peut-être que je me plante, peut-être que je me plante pas, mais pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment l'expérience pour arriver à ça. Voilà, je voudrais... Ils ne peuvent rien, ils ne font pas exprès de faire une intox. Peut-être. Alors, tu as cité quand même le cas de la mémoire de l'eau, donc c'est Jacques Benveniste qui avait publié ça. Alors là, par contre, pour le coup, on peut l'affirmer, hein, l'expérience a été retentée un grand nombre de fois. Jamais on a pu reproduire les résultats que prétendait avoir obtenu Benveniste. Hein. Donc la mémoire de l'eau, c'est de la fumisterie, ça on le sait. Hein. Et d'ailleurs, à propos de la mémoire de l'eau, Paul, tu nous avais raconté quelque chose d'intéressant sur la mémoire de l'eau avec les partisans de l'homéopathie qui... c'est pas toi qui nous avais raconté ça? Non, c'est Michel. Parce que la mémoire de l'eau, c'était du pain béni pour les partisans de l'homéopathie, puisque ça pourrait expliquer l'effet, qu'en fait, il n'y a pas d'effet, hein, évidemment. Et une petite parenthèse pour l'homéopathie. À la différence des médicaments, pour obtenir ce qu'on appelle l'AMM, autorisation de mise sur le marché, les produits homéopathiques ne sont pas obligés de faire la preuve de leur efficacité. Et pour cause, il n'y a pas d'efficacité. Il y a un effet placebo. Mais si vous donniez des petites pilules de sucre à quelqu'un en disant ça va te guérir, ça ferait le même effet que les produits homéopathiques. Et en fait, quand il y a eu cette histoire de la mémoire de l'eau, eh bien, les laboratoires ont dit, bah là, voilà, ça explique l'effet des produits homéopathiques. Sauf que on a un ami, Michel, c'est dommage qu'il ne soit pas là aujourd'hui, qui avait travaillé avec le laboratoire Boiron, qui lui demandait de bien laver les cuves, etc. Il avait dit, mais pourquoi, de toute façon, la mémoire de l'eau? Puis il lui avait répondu quelque chose du style, oui, mais enfin, on est entre nous, on fait des choses sérieusement, non, faut nettoyer. Eux-mêmes ne croyaient pas à la mémoire de l'eau. Hein. Ça marche plus? Si. Ça me fait penser à une chose on parlait toujours tout à l'heure de la vérification des informations qu'on reçoit. Moi, il y a une phrase que j'aime bien, que je dis souvent, alors tant pis, je vais la répéter ce soir encore. Il ne faut surtout pas confondre la causalité et la concomitance. Et je crois que c'est quelque chose de très important dans le raisonnement. C'est pas parce que des choses sont corrélées, c'est pas parce des choses qui sont simultanées qu'il y a une causalité scientifique entre elles. Et je crois que ça, c'est très important à garder ça en tête en permanence. Et c'est même pire que ça, c'est qu'on peut avoir une corrélation statistique, mais qui n'est pas liée, même sans concomitance, une corrélation statistique, mais qui n'est pas liée à une relation de causalité. Tout à fait.
C'est simplement lié à ce qu'on appelle les variables cachées ou les variables de confusion. Voilà.